Bonjour à tous. Et je suis vraiment ravi de participer à cet intéressant colloque. Et je vais même vous dire que je me suis posé la question pourquoi on m'avait demandé de parler de cela. Parce que je me disais quel regard particulier je pouvais porter, celui de clinicien, celui d'épidémiologiste, celui de médecin de santé publique, ce sont mes différentes casquettes, ou tout à la fois. Je me suis même demandé pourquoi j'avais accepté. Et mon acceptation était peut-être quelque part une envie également de témoigner par rapport un peu à toute ma carrière, mes 30 années passées à prendre en charge des maladies d'Alzheimer depuis le début, quel que soit l'âge, et jusqu'à leur fin de vie. Et je pense que je vais redire des choses qui ont été dites depuis ce matin, mais il me semble important un peu de resituer les choses. Et je ne ferai pas de présentation dite scientifique avec diaporama, mais je vous dirai un peu mon opinion. Alors, mon premier axiome de départ, c'est oui, la souffrance existe. Oui, la souffrance existe dans la maladie d'Alzheimer, comme probablement dans toutes les autres maladies neurodégénératives. Et je ne fais pas partie, parce que c'est un débat qui avait eu il y a quelque temps, avec, heureusement, ils sont relativement peu nombreux, ces doloristes qui voient dans la souffrance liée à la maladie des aspects positifs, des immenses bienfaits qui seraient ignorés. Axiome 2, la souffrance existe de part et d'autre de la relation entre le soigné et le soignant. Axiome 3, la souffrance existe et il y a très peu de professionnels de santé qui s'en préoccupent. J'exagère toujours, je suis un peu caricatural, mais au moins beaucoup n'ont pas les moyens de s'en occuper. La formation est un... La souffrance existe à tous les stades de la maladie. On l'a dit depuis ce matin, au début, quand le diagnostic n'est pas encore fait, quand les premiers troubles inquiètent, quand la mémoire fait défaut, par exemple, et fait sourire son entourage, quand on n'ose plus sortir en société pour ne pas paraître différent d'avant, quand on se sent perdu dans un environnement familier et que même si ça revient après, quand le mouvement n'est plus assuré, quand la main se met à trembler, quand la vue se trouble ou qu'un objet est lâché involontairement. Face à ces multiples troubles qui inquiètent, la souffrance est d'autant plus grande, très souvent au départ, à mon avis, parce que le regard des autres les nie. Du c'est normal à ton âge, oh c'était anxieux en ce moment, ça t'a pas le moral, c'est psy. Personne ne veut affronter la réalité des choses et attend que les signes se répètent, deviennent plus importants pour aller voir ce qui se passe, et pendant ce temps-là, la souffrance grandit. Alors vient le moment, on en a parlé à l'instant, de l'annonce diagnostique, grand moment. Et je pense que si on faisait correctement, du moins si on suivait votre conseil, madame, je crois qu'il n'y aurait plus beaucoup de médecins en France, puisque la façon dont est fait l'annonce diagnostique, malheureusement, elle est souvent, dans maladie d'Alzheimer, et en particulier chez sujets âgés, pas réalisée. Et j'ai souvent dit que le corps médical se plaît à conforter la fameuse phrase de Camus qu'on répète de colloque en colloque, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et j'ajoute à la souffrance du sujet, souffrir de ne pas être reconnu dans son état. Cette annonce diagnostique, elle suit une étape diagnostique qui comporte des examens. Et tout à l'heure, Bernard Laurent a rappelé ces examens qui deviennent peut-être plus resserrés maintenant par rapport à avant. Et chacun des opérateurs, souvent, reste silencieux face au patient, le renvoyant au moment où, à l'ensemble de ces examens, la synthèse finale, le diagnostic, le verdict sera donné. C'est aussi des moments intenses de solitude et de souffrance. Ces moments aussi sont quelquefois importants. J'ai envie de dire ça parce que c'est quelque chose que je ressens. Mais je dis souvent, c'est des jeunes professionnels, et on en est responsables, mais à la limite, peu importe leur âge, qui questionnent pour tester la mémoire du sujet, qui se trouvent avec la souffrance, soit, j'allais dire, de l'illettré qui n'a jamais su compter, soit celle du comptable qui ne sait plus compter. Ne fait-on pas souffrir ces patients par des évaluations standardisées, sans réelle préparation? Et je suis quelquefois effaré de voir ce qui se passe dans certains endroits. Puis le diagnostic tombe comme un couperet. Mais en fait, je ne dis pas vraiment. Pas vraiment. On a l'impression qu'on montre la lame au-dessus de la tête du patient et on lui dit qu'inéluctablement, elle va descendre vers sa nuque dégagée.
Mais ce n'est pas la fameuse légère brise du docteur Guillotin, mais l'enfoncement chaque jour plus profond de la lame dans son cou. Et après, souffrance de la maladie chronique pour laquelle il n'y a pas de traitement, pas de remède. Alors c'est les conseils, c'est les interdictions qui vont se succéder. C'est, on l'a dit ce matin, les deuils successifs, de la gestion des biens à la conduite automobile et bien d'autres choses. Et la question se pose, à quoi bon vivre dans ces cas-là? Ou alors s'enfoncer dans le déni, dans l'oubli de l'oubli, dans l'incoordination de ses membres ou de leur paralysie, de conserver un regard sur un monde qu'on commence à ne plus reconnaître, à ne plus connaître. Et aussi de voir, dans le regard de ses proches, des moments de souffrance traduits par de l'affection souvent, mais aussi de l'agacement, et c'est normal, ou de l'énervement parfois. Oui, le proche aussi est en souffrance, ça a été dit, redit, et allez lui parler du côté positif de la souffrance. Cette souffrance à deux, à plusieurs, se répète au quotidien pour tous les actes de la vie quotidienne, pour tous les gestes qui semblaient si simples et si naturels, pour toutes ces machines qui nous environnent et qui sont là pour nous simplifier la vie, mais qui apparaissent si réticentes à nos gestes, si indociles à nos volontés. La souffrance dans l'avenir, dans le trouble psychomoteur, le trouble du comportement du proche, dans cette déambulation sans but que nous, les médecins, nous qualifions à tort, je pense, de fugue. Et cette souffrance de l'aidant, quand son proche est aussi institutionnalisé et qu'il assiste souvent impuissant à des actes qui peuvent être qualifiés de maltraitance, et qu'à cette souffrance, on lui répond ratio de personnel, difficultés financières ou de management. Enfin, au bout de longs mois, de longues années, souffrance du corps qui se dégrade, souffrance des soins qu'on vous impose, souffrance de perdre sa dignité, souffrance de ne plus pouvoir exprimer sa volonté, de ne plus pouvoir se gouverner soi-même, c'est-à-dire de plus être autonome au sens étymologique du terme, souffrance de la fin de vie. Mais me direz-vous, ce que j'exprime en ce moment, c'est ce que je pense, et non pas ce que ressentent réellement ces patients. Existe-t-il une conscience de cette souffrance dans cette maladie d'Alzheimer, dans ces maladies en général neurodégénératives? Vous avez sûrement raison, ce que je vous dis là est mon impression. Mais nous manquons cruellement de travaux scientifiques, et on a vu ce matin un certain nombre de travaux sur ce sujet, et j'espère que la journée d'aujourd'hui pourra être initiatrice aussi d'un programme de recherche, et je me retourne vers le président du plan maladie neurodégénérative. La question se pose en effet en permanence. Souffre-t-il de se savoir dans cet état? Parfois, les propos du patient vont dans ce sens et on s'inquiète. Parfois, c'est un sourire permanent et on se rassure. Mais dans les deux cas, on ne sait pas si la pensée va plus loin que les mots ou les expressions. Mais rappelons-nous ce que nous disions il y a quelques années à propos de la perception de la douleur chez les déments. Et là, j'aime bien parce qu'en anglais, on ne dit jamais dément, on dit par exemple, people suffering from dementia. On emploie le mot de souffrant de démence. Il y avait toute une littérature, il y a une trentaine d'années, sur les infarctus silencieux, sur les reprises d'appui précoces chez ces personnes-là, après chirurgie orthopédique. Puis on a compris que la douleur pouvait s'exprimer différemment, par d'autres troubles, par d'autres manifestations comportementales. Et puis des travaux plus récents ont montré qu'il n'y a pas de différence de sensibilité de la douleur entre les sujets présentant une maladie d'Alzheimer et des témoins sains des contrôles. Alors ma réponse est oui, je pense qu'on n'a pas, même si on n'a pas la preuve, je pense qu'on est dans la même situation face à la souffrance. Et au travers de mon expérience clinique, je soutiens que la souffrance du patient existe dans ces maladies, et non seulement au début, mais tout au long de la maladie, comme celle de ses aidants, des soignants, qui sont, elles, pour moi, une certitude. Alors, quelle prise en charge? La prise en charge de la douleur physique, vous savez, à la fois dans son évaluation et dans son traitement, a connu une amélioration, il faut le constater, il faut le dire, il faut le répéter, une amélioration constante depuis plusieurs années, même si l'élaboration d'une culture commune des soignants autour de la douleur est toujours un peu plus longue. Et quand je dis soignant, je dis médecin et compris, est toujours un peu plus longue à s'opérer. Aujourd'hui, de nouvelles questions et de demandes sont formulées à l'adresse des professionnels de santé. Elle touche au respect de la personne et à la prise en charge de sa globalité,
Autrement dit, dans toutes les dimensions de sa personne, physique et psychique. La souffrance est par nature, on l'a dit depuis ce matin, multidimensionnelle. Et l'équipe de Didier Bouassira l'a très bien démontré, à la fois physique, sociale, psychologique, j'ai même rajouté, moi, spirituelle. Elle est abstraite, elle est difficile à cibler. Je cite une phrase d'un des deux Mémoras qui disait « La réalité de la maladie ne se réduit pas à ses symptômes et ne reste pas limitée au cadre nosographique qui la définit. Elle compare une part concrète dont le vécu est subjectif. Ainsi, la souffrance, bien sûr, ne se limite pas à la douleur, elle est aussi le vécu de ceux qui ont mal. Ainsi, plus que la douleur, la souffrance questionne la nature même de la relation de soins et sa mise en œuvre au quotidien. La nature subjective de cette souffrance rend difficile son évaluation. Vous savez qu'on aime bien évaluer les fonctions cognitives, tout évaluer pour avoir des scores. Les soignants, médecins, infirmières expriment parfois leurs doutes vis-à-vis de celle-ci. Est-ce qu'il vraiment y a une souffrance ou pas? Alors certains ont dit on va créer des outils d'évaluation comme pour la douleur, on va essayer d'évaluer la souffrance. Alors on a vu un exemple du travail qui a été fait par l'équipe de Didier Bouassira ce matin, mais j'ai recherché un petit peu dans le domaine de la gérontologie s'il y avait un outil. Eh bien, j'ai trouvé, et c'est une analogie au test cognitif que vous connaissez tous, qui est le MMSE. Il y a le MMSSE. C'est le Mini Suffering State Examination. Alors, il y a eu un travail qui a été fait comme ça par l'équipe d'Aminov en 2004, qui a essayé de valider, d'évaluer cet outil. Mais en dehors de ça, on ne retrouve pas vraiment de traces dans la littérature médicale de référence à des méthodes ou d'études de la souffrance. Rien de plus récent, plus utilisé. Le contraste est en effet très saisissant, on a évoqué ce matin, avec le nombre d'outils qui ont été développés pour l'évaluation de la douleur, ça on le sait, de la qualité de vie, ou même la satisfaction de soins. Et quelquefois, quand on développe la qualité de vie, moi je me demande, j'ai pas mal travaillé à un moment donné dans la qualité de vie chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, si on doit regarder ceci comme un peu l'antonyme de la souffrance et que c'est une façon d'évaluer les choses, ou a-t-on d'autres éléments pour pouvoir mieux évaluer, pour pouvoir mieux appréhender ce qu'on a du mal à appréhender. Alors, évaluer, il faut aussi des hommes pour prendre en charge. Qui peut prendre en charge ? Alors là, je vais faire des critiques très basses. Selon les recommandations en cours, voici une liste qui devrait être régulièrement mise en jour des personnes ressources ou des structures locales compétentes, ce sont des textes quasi officiels que je vous lis, pour la prise en charge de la souffrance psychique en milieu gérontologique, notamment, et là suit un catalogue à la Prévert, les équipes mobiles gériatriques, les psychiatres et psychologues, les centres médico-psychologiques, les centres de consultation de mémoire, les centres d'examen de santé, les gestionnaires de cas au sein des MAIA, les réseaux de soins en gérontologie, les centres d'accueil de jour, les plateformes d'accueil et de répit. Tout le monde, c'est mieux. Ou autrement dit, personne, c'est moi qui dis ça. Pour cette prise en charge, tout professionnel, en effet, peut et doit être impliqué. La liste est longue, vous l'avez vu, peut-être trop longue autour de ces patients, si bien que personne ne la prend en charge réellement, ou même ne la prend en considération. L'expression et l'appréciation de la souffrance sont souvent variables d'un patient à l'autre, et le type de professionnel qu'il a en face de lui, c'est aussi un élément important. On sait tous, par expérience clinique, que les choses ne s'expriment pas de la même façon devant une infirmière, devant un médecin, devant un psychologue, devant une assistante sociale. D'où l'importance du travail pluridisciplinaire et coordonné des différents intervenants pour proposer là où les réponses les plus adaptées à la situation. En effet, et là je pense que Judith ne me critiquera pas, comment renforcer le rôle de nos psychologues? Et j'aime bien rappeler que les psychologues ce ne sont toujours pas des professionnels de santé, et que je dis ça par rapport à leur reconnaissance et au remboursement de leurs actes, et qui pourraient intervenir de façon plus importante, aussi bien en ville que dans les institutions. Leur rôle peut être important vis-à-vis des patients comme vis-à-vis des aidants, de façon individuelle ou collective, auquel je pourrais rajouter en effet le rôle des associations de malades et de familles. Avec quand même toujours mon côté un peu balançant, sans tomber sous une réponse tout psychologue. Sous une réponse tout psychologue à toute situation, je parodie un peu ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, les cellules de crise psychologique dès qu'il y a un problème quelque part, et sans avoir un côté normatif. Comment s'adapter à cette population ?
Et ça, c'est justement la qualité de nos psychologues qui nous permettent de répondre à ces questions. Comment, ce sont des propos de patients à moi, de mes patients que je vous rapporte, parce que souvent nous avons de jeunes psychologues, comment cette jeune fille peut comprendre mon angoisse de mes 8 décennies? Comment peut-elle comprendre mes 60 ans de mariage et mes 5 ans de vie au quotidien avec lui, où je me suis déjà à de nombreuses reprises adapté, disait cette patiente. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que face à la souffrance, il y a quand même un système informel. On ne l'a peut-être pas dit encore aujourd'hui, il y a autour des personnes, des familles, des enfants, des amis, des voisins, tout un réseau dans notre jargon qu'on appelle système informel, et qui heureusement se met en marche et qui heureusement vont contribuer aussi à soulager ou à prendre en considération cette souffrance. Et parfois, ses parents, ses familles, ses amis peuvent jouer au niveau des aidants, au niveau de la personne malade elle-même, des rôles parfois supérieurs à ceux des professionnels. Alors, je retombe un peu dans ma vision un peu administrative des recommandations professionnelles. Eh bien, il en existe dans les institutions, avec une vision que je qualifierais de tellement administrative qu'à la fois c'est bien parce qu'on en reconnaît la nécessité, mais on peut se poser la question de leur efficacité. Regardez les recommandations pour l'établissement. Donc, point positif, je vous le disais, la souffrance dite psychique est reconnue. Mais on s'assure que les personnes ressources ont bien été identifiées, que la circulation de l'information, gestion des rendez-vous, favoriser la cohérence des interventions des différents professionnels dans la prise en charge de la souffrance psychique de la personne, en prenant soin de tenir à jour le cahier de liaison au domicile de la personne, en s'assurant d'une utilisation coordonnée de cet outil de liaison, en tenant compte de la possibilité pour toute personne présente au domicile, la personne elle-même, ses proches, d'autres professionnels, de prendre connaissance de son contenu. Moi, c'est vrai que c'est ma propre souffrance de la vision administrative que quelquefois on peut avoir, et je conviens tout à fait de cette nécessité, mais que derrière ça, j'ai bien peur, parce que c'est des choses qu'on a déjà vécues dans les années précédentes pour d'autres problèmes, c'est qu'on se retrouve dans ces situations-là. Vous voyez bien que nous prenons en charge votre souffrance, nous avons un carnet de liaison, et si pas de carnet, c'est qu'il n'y a pas de souffrance. Mais vous l'avez sûrement remarqué, je suis un peu trop caricatural. Si les traitements des douleurs existent, on peut bien sûr en discuter leur indication en fonction des pathologies. Ceux de la souffrance n'existent pas. Une thérapie paraîtrait nécessaire pour intégrer les événements traumatiques et les traverser. Elle est rarement prescrite. Le recours souvent exclusif aux médicaments constitue un risque important pour moi de surmédicalisation des situations de souffrance quand celles-ci sont repérées. Les professionnels de santé ne sont pas véritablement formés à une approche de la souffrance et à ses déterminants. Aussi, la prise en charge de la souffrance s'appuie-t-elle le plus souvent sur une prise en compte des symptômes et sur une réponse médicamenteuse sans orientation thérapeutique véritable. Elle privilégie en grande partie une approche somatique des situations de souffrance et met en doute ce que le sujet dit, de ce qu'il vit ou ressent, de ce qu'il exprime avec sa souffrance. Pour accompagner la souffrance, en particulier psychique, il ne suffit pas d'écouter le sujet dans l'expression de sa souffrance, il faut aussi poser un diagnostic, ce à quoi, bien entendu, nos psychiatres et nos psychologues sont formés notamment, et de proposer un accompagnement thérapeutique, ce qui suppose des compétences professionnelles, en identifiant les besoins de la personne, son état de santé et son fonctionnement psychique. Les professionnels qui tentent au mieux de prendre en charge cette souffrance privilégient, je l'ai dit tout à l'heure, une approche pluridisciplinaire et un travail d'équipe. La souffrance suppose ainsi un accompagnement thérapeutique véritable, c'est-à-dire une mise en œuvre par des professionnels compétents. Et la thérapeutique, et c'est là je vais rester sur cette grande interrogation, la thérapie, suppose aussi que la personne qui souffre soit active dans le processus. Est-ce toujours possible, en particulier dans la maladie d'Alzheimer? Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce magnifique résumé est ouvert à commentaires et à questions. Bernard?
Merci beaucoup, Joël. Évidemment, tu me tends la perche parce que c'est souvent à ce stade de notre carrière qu'on réfléchit sur les évolutions culturelles de la médecine. Et globalement, c'est vrai que la médecine qu'on nous impose actuellement, ou qu'on a acceptée, on a tous été des bons soldats de la base évidence médecine. C'est une médecine algorithmique. C'est une médecine qui va être complètement ritualisée avec tous les critères de rentabilité, etc. Et on sait très bien que cette médecine, elle coupe la parole au patient en moyenne au bout de 15 secondes, hein, dans toutes les enquêtes qui ont été faites de consultation. Dans la maladie qui nous intéresse, c'est quelquefois le silence qui nous apprend des choses. C'est quelquefois regarder le patient, le laisser. On sait qu'il va s'exprimer lentement. Mais si c'est l'expression du conjoint qui prend le dessus, si on ne donne pas le temps au sujet de le regarder, on passe complètement à côté des choses. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le danger d'une neuropsychologie appliquée comme un examen complémentaire. Le MMS, de ce point de vue-là, de temps en temps, on est obligé de s'excuser auprès des patients, hein, de les attaquer par la date, par le 100-7 et par les 3 mots. Hein. Donc je pense que on aura du mal à faire un retour sur cette médecine qui maintenant est imposée, mais vraiment dans la culture des internes, des externes, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est que cette médecine qui est intéressante, c'est une médecine heuristique, intéressante pour le patient, hein, mais aussi pour le médecin. Parce que je crois que l'intérêt, il est partagé. C'est une médecine de découverte, de diagnostic subtil, de création, et pas d'application d'algorithmes. Merci de ce. Je suis d'accord avec ce commentaire, bien entendu. C'est vrai que non, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, mais ça dépasse même le cadre des maladies neurodégénératives. Quand je vois dans un domaine que je connais, qui est la gériatrie, la boîte à outils. Et moi, je dis aux étudiants, attention, n'enfermez pas les personnes âgées derrière des grilles. Et des grilles d'évaluation, on en a plein. Et à un moment donné, on oublie. On oublie d'écouter le patient et on est derrière ces grilles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'évaluation, mais c'est vrai. Et même moi, parce que j'exerce dans le 16e arrondissement, dans l'hôpital du 16e, une population de très haut niveau intellectuel. Et là, le côté souffrance de nos questions, il est énorme. Mais au stade de début, en particulier de la maladie, il est énorme par rapport à ces personnes qui, souvent même, sont des personnes qui ont joué un rôle important dans la vie du pays. Donc, ces éléments-là, je pense qu'il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte, bien sûr, on a besoin d'instruments d'évaluation, bien sûr, on a besoin d'avoir des instruments standardisés, validés. C'est pas moi, c'est pour ça tout à l'heure, en introduction, je disais quelle est ma casquette, clinicien, épidémiologiste, médecin de santé publique. Mais on a besoin de tous ces éléments-là, mais il ne faut pas oublier quelque part l'individu. Si je peux rebondir sur la médecine algorithmique ou non, ou heuristique, il me semble que par rapport à la souffrance, et notamment la souffrance sociale, la souffrance psychique, ce réseau alternatif peu algorithmique dont vous avez parlé, qui est le réseau des familiers, des voisins, des amis, c'est-à-dire globalement de tous ceux qui ont établi de longue date un lien affectif. Et une des personnes ce matin parlait de l'importance du lien. Il me semble peut-être l'élément thérapeutique majeur pour cette souffrance, beaucoup plus que nous autres, qui ne sont que des maillons dans la chaîne et qui devons tenir la route pour que ça ne casse pas. Mais nous ne sommes pas les véritables acteurs de cette... J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Je suis entièrement d'accord, c'est ce que je disais un petit peu avec ce développement du système dit informel. J'ai pris mon jargon de santé publique, de ce système informel qui assure quelque chose, qui peut-être qui compense aussi le fait qu'on n'est peut-être pas toujours capable de pouvoir apporter des réponses, mais qui heureusement est là et qui assure ça. Et un travail peut tout à fait se développer dans ce sens. Merci. Il y a un commentaire. Monsieur le Président. Michel. Je ne voudrais pas qu'on joue... je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Je suis absolument d'accord avec la prise de conscience. Mais une fois qu'on a pris conscience, il faut faire quelque chose. Dire que cette médecine, on doit l'exercer aussi, on doit continuer de la faire, mais ça veut dire qu'il faut qu'on l'apprenne aux autres. Dire que les gens ne sont pas formés, ça veut dire qu'il faut les former.
Donc je pense qu'il y a effectivement de la prise de conscience, mais je pense que à la fin de cette journée, je crois qu'il faudrait qu'on voit ensemble quels sont les moyens pour lesquels on peut essayer de faire avancer la situation. Parce que si ce n'est une prise de conscience de personnes qui ont exercé une certaine médecine et la nécessité que nous avons effectivement à un moment donné de nous adapter à une nouvelle médecine, mais de faire prendre conscience que la dimension de cette médecine, elle existe et que la médecine, c'est une relation humaine. Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse passer ces messages-là. Et comment on peut les faire passer? Bien, c'est peut-être une des façons dont on peut discuter aujourd'hui et discuter ce soir. Michel, tout à fait d'accord. Il est important, et je le disais moi-même tout à l'heure, que quand je parlais de ces jeunes professionnels, nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables. Et c'est peut-être qu'à un moment donné, on privilégie trop l'algorithme à la relation humaine. Moi, je vais juste faire une observation. Elle est un peu internationale, elle ne concerne pas uniquement la France, mais je pense que, d'après mon expérience et mes observations dans différents milieux, je pense qu'il y a le corps médical, je généralise, a quand même du mal à aborder la question de la souffrance avec les patients. On le fait de manière très indirecte et on est très hésitant. On a du mal parce qu'on n'a pas toujours les médecins, par exemple, à part le fait qu'ils n'ont pas le temps, ils ont du mal à acquiescer le retour des patients par rapport au niveau de leur souffrance, pas de la maladie, de la souffrance qui entraîne la maladie. Voilà, c'est juste une remarque. Ça rejoint la préoccupation de la formation. Et alors derrière, c'est là où on est toujours un petit peu, et je suis personnellement dans cette difficulté, c'est que pour sensibiliser le médecin à une prise de conscience, à l'écoute, etc., et lui donner, on a des instruments qui lui permettent de réfléchir. Comment on a évolué sur le problème de la douleur? Et moi, je trouve ça très particulier. Alors, je ne sais pas si j'ai 2 minutes encore, mais l'échelle, je ne sais pas si vous avez répondu un jour, j'ai eu un accident et on m'a demandé toutes les 5 minutes de me coter ma douleur de 0 à 10. Je vous assure que je me suis énervé en disant, écoutez, je peux vous dire si j'ai mal, très mal. J'ai commencé à embêter l'infirmière en disant, je vais vous raconter l'échelle visuo-analogique qui a été inventée par M. Hutchinson pour pouvoir évaluer la douleur dentaire dans les essais thérapeutiques. Attention, ne nous trompons pas d'outils et de relations. Il faut, quand on veut évaluer quelque chose de subjectif, avoir des éléments dans des recherches, dans des essais thérapeutiques, dans la recherche clinique. Quand on est au contact avec le malade, on a peut-être aussi quelque part besoin de pouvoir aussi parler, s'exprimer, laisser exprimer les gens.